par la suite. Alors, pour une particule chargée en mouvement qui se trouve dans un champ électrique, alors tout ce qu'on sait, ce sont les conditions initiales, notamment la vitesse initiale et la position initiale. Mais ce qui se passe durant le passage de cette particule à l'intérieur de la zone où règne le champ électrique, ça, on doit le connaître. C'est pourquoi on doit étudier, je dirais, euh, l'ensemble des forces agissant sur cette particule durant toute la trajectoire, et ce, bien sûr, pour déterminer je dirais, une sorte d'étude dynamique de cette particule dans cette zone-là, afin de déterminer les caractéristiques du vecteur accélération, moyennant bien sûr ce qu'on appelle la loi fondamentale de la dynamique. Alors, pour ce faire, bien sûr, il faut suivre le protocole suivant. Donc déjà, premièrement, il faut définir le système, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va étudier. Le type de particule, électrons, protons, ions lourds, etc., etc. Il faut choisir un référentiel. Généralement, c'est le référentiel terrestre auquel on lie un repère. Généralement, le repère ou IJ, par exemple, comme vous voyez là sur la figure, pour pouvoir orienter les différents vecteurs dans l'espace. Et puis, on étudie l'ensemble des forces qui vont agir sur la particule durant son passage dans cette zone où règne le champ électrostatique. Donc, tout à l'heure, on vient de démontrer que euh, la pesanteur est négligeable ou le poids est négligeable devant la force électrique. Donc, la seule force qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est la force électrique. Pour le cas d'un électron, par exemple, c'est qu'il vaut moins E que multiplie le champ électrostatique. Alors, la loi fondamentale de la dynamique, notamment la deuxième loi de Newton, qui présume que la somme des forces extérieures égale à m que multiplie A, où A, c'est l'accélération de la particule. Donc, d'une façon générale, toute particule chargée de charge Q placée dans un champ électrique subit une force électrique qui vaut Q que multiplie E. Alors, la force et le champ électrostatique sont collinéaires. Bon, dépendamment du signe de Q, ils seront de même sens ou de sens opposé. Donc, si on applique le principe fondamental de la dynamique, on va avoir bien sûr la force électrique plus le P égale à m que multiplie l'accélération. Mais comme on néglige le poids devant la force électrique, on va avoir la somme des forces extérieures égale à la force électrique est égale à m que multiplie l'accélération. Et donc, par conséquent, cette accélération n'est rien d'autre que Q sur m que multiplie le champ électrostatique. Ça veut dire que l'accélération est, elle aussi, collinéaire au champ électrique. Et le sens, bien sûr, dépendamment du signe de la charge. Par conséquent, on peut dire que l'accélération de la particule dans ce champ est constant et dépend que de sa masse et de sa charge. Et cette particule-là, elle est soumise à une force constante et on doit s'attendre à un mouvement uniformément varié, rectiligne ou parabolique selon le résultat de l'étude. Et donc, pour un électron de charge moins E, cette accélération, il vaut moins E sur m fois E, où E, comme on l'a vu tout à l'heure selon le schéma, il est orienté selon J. Et donc, par conséquent, l'accélération aussi, il est orienté selon J, le vecteur unitaire J. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de composantes, elle a une composante nulle selon X et la composante Y, c'est moins E que multiplie l'intensité du champ électrique que divise.
Alors, l'étude cinématique. L'étude cinématique, c'est ce qui permet d'informer sur les équations horaires, notamment la position avec ses composantes x, y, dépendamment du temps, et la trajectoire, l'équation de la trajectoire. Donc, on vient de déterminer l'accélération de la particule. Cette accélération n'est rien d'autre que la première dérivée de la vitesse. Ça veut dire que si on l'intègre, on tombe directement sur les composantes de la vitesse. Ben, c'est ce qu'on fait. Alors, selon x, a de x, il vaut 0. Par conséquent, la Vx, ou la composante de la vitesse selon x, vaut une constante, parce que la dérivée d'une constante, c'est 0. Et donc, c'est une constante qui est égale à V0. Et Vy, c'est l'intégration de A. Donc, c'est moins E que multiplie grand E sur M fois T plus une constante. Donc, à l'instant initial, la vitesse a été orientée vers l'axe des x, c'est-à-dire il n'y a pas de composante selon y. Par conséquent, la constante, elle vaut 0. De même, la vitesse n'est rien d'autre que la dérivée de la position. Donc, on va déterminer x et y par intégration de Vx et Vy. Donc, x, c'est V0 fois t, plus une constante, c'est-à-dire au temps égal à 0, on remplace, on trouve que cette constante égale à 0. Et puis, y, de la même façon, on intègre Vy et on trouve que y, c'est moins 1,5 que multiplie E fois l'intensité du champ sur M fois T carré plus une constante. Et là aussi, Y0 était nul, donc par conséquent, la constante, elle est nulle. Qui représente le dispositif avec les deux armatures. Alors, on a le champ E qui est orienté du positif vers la plaque négative. Et on a la force électrique qui vaut la charge que multiplie E. Et puisqu'on a l'étude concerne un électron, c'est-à-dire la charge est négative, ça veut dire que la force elle aura un sens opposé à celui de E. Par conséquent, le E, elle est orientée vers le haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force va être orientée vers le bas. Et c'est normal parce que déjà, l'électron qui est chargé négativement, il est attiré par la plaque positive. Et donc, si on raisonne sur la vitesse qui est généralement tangentielle à la trajectoire, on se rend compte d'une variation rectiligne vers le bas. Donc, le vecteur accélération va être orienté vers le bas. Et comme ça, on peut anticiper et dire que la trajectoire est une trajectoire d'une parabole. Alors maintenant, on va passer à l'étude. Donc, d'après le théorème de l'énergie cinétique entre les deux armatures A et B, on sait que la variation de l'énergie cinétique vaut le travail des forces agissant sur la particule entre les deux armatures, notamment la force électrique. Et le travail d'une force, d'une façon générale, il vaut le vecteur force, produit scalaire, déplacement. D'accord? Et donc, pour le cas de figure, le cas qu'on est en train d'étudier, donc ça va être F, F c'est Q que multiplie E, scalaire, un déplacement, par exemple, D, la distance séparant A et B, les deux plaques. Donc si on remplace, E c'est quoi? C'est UAB sur D. Et on se retrouve avec le travail de cette force qui vaut Q que multiplie UAB. Et UAB, c'est la différence de potentiel en A et B, QVA moins VB. Si on remplace dans la formule de la variation de l'énergie cinétique, on trouve que delta EC qui
qui représente l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A est égal à Q à B et est égal aussi à Q que multiplie VA moins VB. Donc, si je fais la séparation pour A, pour les deux A et B, on va avoir 1 demi mVB, c'est l'énergie cinétique, 1 demi mVB au carré plus Q qui multiplie VB est égal à 1 demi mVA au carré plus QVA. Tout en sachant que 1 demi mV au carré, c'est l'énergie cinétique, et QV, c'est l'énergie potentielle. Alors, l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, ça représente ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Et donc, selon ce qu'on vient de démontrer, on a obtenu la chose suivante, c'est que on a constaté que l'énergie mécanique de B est égale à l'énergie mécanique de A. Par conséquent, on peut dire qu'il y a conservation de l'énergie mécanique, qui représente une loi physique qui est la loi de la conservation de l'énergie mécanique. À l'étude de l'accélération ou l'augmentation ou l'accroissement de la vitesse de la particule chargée dans la zone où règne le champ E. Donc, c'est l'accélération ou la décélération